Ils pénétrèrent dans une pièce de 4 mètres sur 5, aménagée entre les deux piliers d'une bretelle. Une demi-douzaine de gamins et de gamines regardaient un dessin animé japonais sur une télévision dernier cri, alimentée par des batteries de voitures montées en série. Le plus âgé, qui devait avoir une quinzaine d'années, vint à leur rencontre. Il leur tendit la main, puis, en hôte attentif, les fit passer dans un réduit attenant qui semblait principalement servir à ranger les matelas au cours de la journée. Il discuta un assez long moment avec le caméraman pour finir de mettre au point les termes du contrat, et les 250 dollars d'acompte changèrent de poche. Delors s'impatientait. Il nous reste à peine 3 heures avant que la nuit tombe. C'est bon, on a le temps. Yoshka, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, va d'abord nous emmener dans le secteur de l'hôpital. Il connaît une combine pour passer derrière les lignes. Nous, on aura juste à le filmer depuis le bunker. Le gamin confia la garde de sa petite troupe à une brunette rigolarde et fit sortir les deux reporters par une trappe aménagée dans une cloison qui lui permettait d'échapper à la surveillance de ses voisins. La cheminée du crématorium de l'hôpital de Kotorsk apparut entre deux bosquets, alors qu'ils marchaient depuis un bon quart d'heure. Ils s'arrêtèrent à plusieurs reprises pour cadrer l'adolescent sur la tourelle rouillée d'un blindé de fabrication chinoise ou près d'un canon hors d'usage. Parvenu à proximité des bâtiments, Yoshka leur assigna une place derrière une meurtrière et leur montra le chemin qu'il allait emprunter. Philippe vérifia le bon fonctionnement de la caméra, puis il pointa l'objectif sur le gamin qui bondissait de trou d'obus en trou d'obus, qui profitait du moindre creux pour se mettre à l'abri, qui rampait lorsqu'il se savait à découvert. Il leur adressa un signe lorsqu'il eut atteint son objectif, une casemate chavirée entourée de barbelés. Des tirs éclatèrent sur une colline proche. Ils le virent réapparaître 2 minutes plus tard, sa besace gonflée comme une outre. L'adolescent emprunta le même chemin pour revenir chez eux, et il étala devant la caméra le produit de son incursion dans le No Man's Land, séparant les avant-postes des deux factions qui se disputaient le secteur. Philippe zooma sur un assortiment de boîtes de conserve cabossées, haricots verts, raviolis, bœuf en daube, sardines à la tomate, thon en miettes. Yoshka leur expliqua qu'avant l'offensive de la milice de Dragan, la casemate abritait l'économa de l'hôpital, et qu'il restait plusieurs centaines de kilos de vivres dans les décombres. Ils filèrent ensuite vers les collines de Doucrest. Des plaques de neige durcies par le vent subsistaient sur les pentes exposées au nord. Ils contournèrent la cabine des remontées mécaniques et l'immense roue métallique qu'il avait à moitié écrasée lors de sa chute. Yoshka chuta dans le casque troué d'un milicien. Il pointa le doigt en direction d'une série de petits enclos, de minuscules maisons de bois regroupées au creux d'un vallon.